Alors, je ne vais pas introduire le professeur Benoît Barou, puisqu'on l'a déjà fait tout à l'heure, et puis vous le connaissez tous. Simplement pour dire, et je profite de la remarque qu'il vient de faire, pour dire que ça a été d'abord mon maître, et puis c'est devenu mon ami, il m'a connu tout petit, que c'est notre moteur à tous dans notre démarche d'améliorer la formation sur le prélèvement d'organes et d'améliorer son organisation. C'est notre moteur parce que c'est quelqu'un qui sait convaincre, puisqu'il est convaincu lui-même, et il va nous montrer l'énorme travail qu'il a fait pour étudier les limites du modèle d'organisation actuel du prélèvement multi-organes et pour développer les perspectives. Et merci Emmanuel pour cette gentille introduction. En fait, effectivement, avec mes amis, c'est vraiment des amis de l'école francophone de prélèvement multi-organes, on a voulu au cours de cette séance aborder les problèmes politiques du prélèvement, politique au sens de police, affaire de la cité. Nous avons une organisation actuelle que vous connaissez, qui a des limites. Chaque équipe va se déplacer pour prélever l'organe qu'elle va transplanter, et ça pour des raisons historiques. Je me souviens, alors que je suis quand même pas très vieux, de mes premiers prélèvements. C'était à Poissy, les chirurgiens cardiaques arrivaient presque du ciel. C'était absolument magique. Personne ne savait faire. Et bien sûr, il n'était pas question de pouvoir déléguer. Le problème, c'est qu'avec le temps, tout le monde s'y est mis, les organes se sont multipliés, et on n'a jamais remis en question notre organisation. Alors la seule exception, c'est le prélèvement rénal. On n'allait quand même pas envoyer un urologue de droite et un urologue de gauche pour chacun des deux reins. Donc il y a quand même un seul chirurgien qui se déplace pour ces deux organes. Et pour les autres organes, finalement, il y a quelques initiatives locales, pas toujours inscrites dans la durée. Alors on n'a pas réfléchi jusqu'à ce triste jour du 19 octobre 2006, où nous avons perdu deux jeunes collègues au décollage de leur avion. Ils allaient prélever un foie à Amiens. Pierre-Olivier Dinuet, qui est sur la gauche. Pierre-Olivier était en 3e année de chef. Il allait s'installer 15 jours, un mois plus tard. Père de 3 enfants, sa femme artiste peintre. Et à droite, c'est Benjamin Ramu, qui était interne d'urologie 1er semestre. Et donc, ça a ébranlé le monde de la transplantation. Ça nous a accablés. Et on a trouvé ce constat absolument insupportable. Alors, ce constat, il est double. Il est d'abord qu'il n'y avait pas d'assurance spécifique. Et c'est l'assurance du SAMU, pris par l'hôpital, qui a été étendue à ces deux jeunes après. La Société francophone de transplantation et la Fondation de greffe de vie ont fait une collecte. On a pu ramasser 200 000 € qu'on a pu distribuer aux familles. Et la deuxième réflexion, ça a été la nécessité de repenser l'organisation des prélèvements. Alors malheureusement, cet accident n'est pas limité, puisque vous voyez, dans la littérature internationale, on peut trouver 27 morts en 20 ans, plus tout ce qui n'a pas été rapporté. Alors, le premier combat qu'on a mené, ça a été les assurances. Roselyne Bachelot nous a reçus au ministère, a délégué à la Fédération hospitalière de France, et on a pu en fait mettre en point une assurance qui est maintenant par le groupe Sarr et Moselle, et qui couvre l'ensemble des personnels de santé, qu'ils soient médecins, paramédicaux, qui sont en mission. Donc en fait, les transplanteurs ont été le poil à gratter, et ça a été étendu en fait à tous les urgentistes. Donc c'est vraiment l'ensemble des personnels. Donc ce problème-là est réglé, et c'est tant mieux. Le deuxième point, c'était, est-ce qu'on est obligé de rester organisé comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas changer les choses? Alors pour changer les choses, il faut d'abord savoir ce qui se passe. Et on ne savait pas ce qui se passait, personne n'était capable de le dire. Donc je me suis attaqué à ce travail dans le cadre d'une thèse professionnelle que j'ai faite dans un master de management médical. Vous voyez, c'est des termes qu'on n'aurait pas utilisés en chirurgie il y a 20 ans, mais voilà. Et que j'ai fait avec Subdeco, maintenant en 2013. Et donc j'ai pris toutes les données de 2011 dans la base nationale. Ça fait une bagatelle de plus de 807 000 données qui ont concerné 1619 donneurs, quasiment 5000 organes prélevés, 26 815 propositions aux équipes. Donc vous voyez un peu l'organisation qu'il y a derrière. On est bien loin des débuts de France Transplant. Donc on a analysé un certain nombre de données, le nombre et le type d'organes prélevés, les impératifs chirurgicaux du prélèvement, notamment les splits hépatiques, le nombre d'équipes déplacées, leur trajet, les modes de transport, le coût de ces transports, le coût des transports des organes lorsqu'ils ne sont pas accompagnés, et enfin le coût salarial des équipes déplacées. Et là-dessus, j'ai appliqué 3 hypothèses de mutualisation. Une mutualisation par organe que j'ai définie de la manière suivante. Les équipes de transplantation d'un même organe se font confiance. Par exemple, un foie qui va être prélevé par l'équipe de Nice pour un receveur chez Emmanuel à Lille. Eh bien, Emmanuel ne se déplace pas. Le foie est prélevé par Nice, c'est le foie qui voyage tout seul. Emmanuel le reçoit et le greffe à Lille. On ne sort pas des équipes de transplantation. On se fait confiance au sein d'un même organe et au sein d'équipes de transplantation. La deuxième modèle est un peu plus ambitieux. C'est ce que j'ai appelé la mutualisation par étage.
Donc on va essayer de mettre une seule équipe à l'étage abdominal et une seule équipe à l'étage thoracique, et on reste toujours dans les équipes de transplantation. Donc en fait, une équipe de transplantation à l'étage abdominal est capable de prélever le foie, le rein, les vaisseaux, l'intestin, le pancréas, et au niveau du thorax, c'est le poumon et c'est le cœur. Donc on peut réduire considérablement le nombre d'équipes. Et la troisième modèle, on va aller un peu plus loin en allant jusqu'au CHG, parce qu'en CHG, c'est tous nos élèves qui sont là, ils sont passés dans les services de transplantation, ils sont formés. Et donc, en excluant bien sûr les prélèvements thoraciques qui ne sont pas très fréquents, nos amis chirurgiens thoraciques ne souhaitaient pas que ça se passe comme ça, en excluant les splits hépatiques qui sont beaucoup trop techniques pour des non-transplanteurs, et en faisant le pari que les autres organes sont prélevables, et ça se passe déjà dans certains cas comme ça, eh bien, on pouvait encore élargir le nombre des préleveurs potentiels. Pour le calcul des transports d'équipe, sans aller trop, pas en passant trop de temps, il a fallu quand même rentrer dans un certain nombre de détails sur le coût des transports terrestres, sur le coût des transports aériens, si c'était forfaitisé, pas forfaitisé, si on met des avions à réaction ou pas, puisque pour un cœur, par exemple, quand on a 1000 km à faire, ben, l'avion à hélice, ça ne suffit pas. Donc il a fallu rentrer dans ce type de détails. Et je n'ai pas mis dans cette étude le transport des équipes locales, qui de toute façon sera incompressible, le transport des échantillons biologiques, lui aussi incompressible, et le transport des organes seuls dans la situation actuelle, qui lui aussi est incompressible. Alors, le calcul des transports d'organes seuls, il n'a pas été très simple à faire. Vous voyez que là aussi, il dépend du type d'organe et du nombre de kilomètres pour savoir quels moyens on va mettre en œuvre en rapport avec l'ischémie tolérable par l'organe. Alors voilà ce que ça donne en 2011. Nous avons quand même déplacé 3651 équipes. Seulement 41% des équipes sont des équipes locales, si bien qu'il a fallu faire voyager les autres en voiture pour les 3/4, en avion pour 1/4, sur des distances qui sont en voiture assez courtes, 68 km, mais en avion, vous voyez, on fait 562 km en moyenne. Alors quand je présente ça aux jeunes, je leur pose la devinette, qu'est-ce qu'on fait? 50 000, 100 000, 400 000? Je veux dire que la plupart du temps, les gens se trompent, ce qui veut dire qu'on a une grande méconnaissance de ce qui se passe vraiment, parce qu'on a fait 1 360 000 km. C'est-à-dire qu'on fait 3 fois et demi la distance Terre-Lune pour aller prélever les organes en 2011 en France. Et on brûle au passage 240 tonnes équivalent CO2. Alors, ces chiffres sont un peu accablants et personne ne les connaissait. Si on applique le filtre de la mutilation par organe, eh bien on va être capable de réduire le nombre de kilomètres parcourus à 960 000, mais vous voyez qu'on va très très peu réduire le nombre d'équipes. Si on est un petit peu plus ambitieux, donc on fait 2,6 fois la distance Terre-Lune. Si on est un petit peu plus ambitieux et qu'on essaie de mutualiser par étage, on réduit le nombre d'équipes déplacées de 38%. Là, ça commence à être une vraie réduction. On ne fait plus que 424 000 km, c'est-à-dire 1,1 fois la distance Terre-Lune. Et si on va jusqu'au bout de notre raisonnement et qu'on demande à nos collègues de CHG de participer à cette activité, eh bien on ne réduit pas plus le nombre d'équipes, il faudra toujours des bras et des mains pour prélever ces organes. Par contre, on tombe à 234 000 km. Le problème, c'est qu'on reste en rade, on n'a pas atteint la Lune. Alors, qu'est-ce que ça coûte? Ben, ça coûte 20 millions d'euros. Rien que les transports, je vous rappelle que ce n'est pas le coût du prélèvement multi-organes, et que dedans, on a 11 millions qui partent chez les avionneurs. Donc, si on applique nos différents filtres, mutilation par organe, par étage et CHG, on peut obtenir une réduction de 55%. C'est-à-dire qu'on peut passer de 20 millions d'euros à 9 millions d'euros. Ça en laisse 11 sur le côté pour pouvoir réorganiser les choses. Donc voilà visuellement ce que ça donne. Vous voyez que les gros postes de dépenses, c'est le bleu et le rouge. Le bleu, c'est les transports terrestres. Le rouge, c'est les transports aériens. Le coût de nos jeunes collègues qui sont mal payés, vous voyez que ce n'est pas le gros de l'affaire et qu'on a des marges de manœuvre de ce côté-là. Alors bien sûr, si on prend l'idée que ce n'est pas les équipes qu'on va déplacer mais les organes, il est bien logique que le violet, c'est-à-dire le coût des transports des organes seuls, augmente avec les hypothèses de mutualisation, mais globalement, on reste largement gagnant. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Eh bien, il y a assez peu d'études publiées là-dessus. Celles qui sont publiées sont toutes positives, bien sûr. On ne publie pas nos échecs. Il y a une étude qui est proche de la nôtre, qui a été publiée par l'équipe du Michigan. Et curieusement, il y a une équipe de thoracique qui a fini au fond du lac, donc ça a été fait aussi après un accident, avec une hypothèse de mutilation par étage, qui a abouti à peu près aux mêmes conclusions. Et vous voyez qu'on est capable, avec une organisation différente, de réduire les coûts et de réduire le nombre de kilomètres. Il y a un autre exemple que je voulais porter à votre connaissance, qui est l'exemple des Anglais avec le NORS, qui est le Network Organ Retrieval Service, où ils ont mutualisé les moyens en faisant des équipes régionales qui sont des équipes complètes, avec un chirurgien senior, un assistant, une IBOD, pas question de partir les mains dans les poches, non équipés et sans aide, et plus ou moins perfectionnistes.
Et ils ont donc 6 équipes de prélèvement thoracique, 7 équipes de prélèvement abdominal. Ce sont des équipes qui sont dédiées sur la période de temps, 24 heures sur 24, qui sont libérées de toute autre activité. Donc il n'y a pas de confusion et de contraintes et de compétition entre les différentes activités. Alors comment peut-on mettre en place cette mutualisation? Il y a bien sûr des arguments pour, les avantages économiques, 10 à 11 millions d'euros dans la poche, la diminution des risques d'accident, moins on fera voyager les jeunes, moins le risque d'accident va être présent. L'organisation des PMO va être grandement facilitée. Quand vous attendez 2 équipes au lieu de 6, c'est pas du tout la même histoire. Nous allons limiter les conséquences de l'activité de transplantation sur les autres activités du service, et il faut vraiment contenter tout le monde. Possibilité d'application du repos de sécurité. Quand nos jeunes sont moins souvent de garde avec une probabilité plus importante d'y aller, eh bien, ils peuvent se reposer le lendemain. Or, on a l'obligation légale maintenant d'appliquer ce repos de sécurité, mais on ne nous donne aucun moyen de le faire. L'absente attractivité des jeunes pour le système actuel. Comment voulez-vous motiver un jeune qui est soit pas payé, soit payé 50 €? Ils sont à 10, 12 ans d'études supérieures, ils ont des compétences terribles, une responsabilité énorme, et on les paye moins qu'un plombier. C'est insupportable. On pourra mettre en œuvre de façon facilitée les méthodes modernes de préservation d'organes, et on vous a parlé de ces méthodes au début de cette séance. Enfin, il y a un immense intérêt pédagogique du prélèvement d'organes pour la chirurgie à ciel ouvert. C'est un des derniers bastions de la chirurgie à ciel ouvert. C'est là qu'on peut apprendre l'anatomie. Si on paye correctement les jeunes, ils seront hyper motivés. Enfin, c'est la demande des tutelles. Donc, soit on les devance, soit on les suit. Et si on les devance, on a plus de chances d'aboutir à quelque chose qui nous convienne. Les arguments contre, c'est le conservatisme ambiant qui a toujours existé. C'est une vraie crainte. Elle est fondée, cette crainte, d'une dissociation entre le prélèvement et la transplantation. C'est une vraie révolution culturelle. Donc on ne peut pas le faire d'emblée, ça se prépare. Et il faut former les gens. Et aujourd'hui, cette formation, elle n'est pas encore complètement là. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, même si on a essayé de mettre des choses en route, on n'a pas de formation nationale reconnue, validante. Absence de système de contrôle de qualité des organes. Quand il y a une artère coupée, personne ne le sait. Donc là, il y a un vrai problème. Mauvais rapport rémunération-pénibilité. C'est 80% des prélèvements, c'est la nuit et c'est toute la nuit. Donc 50 €, je suis désolé, c'est pas acceptable. Et l'absence de dialogue permanent entre les acteurs sur l'évolution et l'évaluation des pratiques. Et là, je vois que l'Académie et le FPMO, nous avons un credo commun qui est la transversalité. Il faut bien sûr que les gens travaillent ensemble et se parlent. Enfin, il y a des crêtes de répercussions possibles sur les règles d'attribution de ces organes. Dernier obstacle, il n'est pas le moindre, c'est la multiplicité des payeurs. Ce n'est pas une seule caisse. Donc c'est extrêmement compliqué à organiser. Alors nous pensons qu'il y a 3 conditions à cette réussite que nous résumons sous le sigle FRP. C'est la formation des acteurs, c'est la rémunération des acteurs, et enfin c'est la perfection du geste. Alors en conclusion, est-ce qu'on pourra décrocher la Lune? Je pense que oui, je suis un peu optimiste, je pense qu'il faut y croire, il faut pousser fort, mais on a la chance de dépenser de l'argent de manière stupide. Donc on a une marge de manœuvre et un bras de levier qui est très importante. Donc une mutualisation un peu bien faite, ça permet de réduire de 80% le nombre de kilomètres parcourus, et ça permet 11 millions d'économies. Je pense que les conditions indispensables à cette mutualisation, elles sont largement financées par les économies qu'on va générer. Et donc la question, c'est est-ce qu'on est capable de partir dans ce combat-là, en ordre de marche, groupé, sous une bannière, avec un discours qui est tous le même, ou si on pense qu'on est tous plus malins les uns que les autres et qu'on part en ordre dispersé. Si on part en ordre dispersé, c'est sûr, on n'y arrivera jamais. Si on est groupé, je pense qu'on a une chance, car on a beaucoup d'arguments et une logique derrière qui appuie notre propos. Je vous remercie. Merci Benoît. Il n'y aura pas de discussion immédiate. On va écouter Emmanuel Bolalewski. Je voulais simplement te remercier d'avoir évoqué le souvenir qui reste toujours très douloureux du sacrifice de mes 2 élèves, Pierre-Olivier et Benjamin. Pour mémoire, je vous rappelle qu'ils avaient reçu de la part de Charlie Proy la médaille de l'Académie de chirurgie et ils avaient été élevés à titre posthume au grade de chevalier de la Légion d'honneur.